des journées et des gens qu'on rencontre qui sont vraiment tout à fait stupéfiants et intéressants. Et je suis très content que vous m'ayez proposé de faire cette intervention aujourd'hui autour d'une thématique, en l'orientant un petit peu du côté de ma discipline. Je suis désolé, je vais faire un petit peu de publicité. En tout cas, je vais parler un petit peu de problématisation interdisciplinaire. Alors j'ai fait exprès de détacher le préfixe à disciplinaire parce qu'on utilise beaucoup de préfixes, transdisciplinaire, polydisciplinaire, pluridisciplinaire, interdisciplinaire, transdisciplinaire, métadisciplinaire, etc. etc. Et donc là, on va travailler plutôt autour de l'interdisciplinarité. Et sur le titre initial, c'était marqué problématisation interdisciplinaire des activités. Alors j'ai modifié un tout petit peu le mot activité, parce que l'activité, ça peut être aussi bien du côté du professeur qui met en place des activités, que du côté de l'élève de son activité. Donc ça peut être aussi du côté de l'activité du professeur qui met en place des activités pour des élèves qui sont en activité. Vous voyez, le mot activité, il peut renvoyer à beaucoup de choses. Et là, je vais plutôt évoquer les dispositifs d'apprentissage scolaire permettant de mettre les élèves en activité d'apprentissage. Voilà, c'est ça un petit peu l'objectif de la conférence. Et je vais vous présenter les choses autour à la fois d'un certain nombre de concepts, mais aussi d'exemples autour d'exemples qui nous permettront un petit peu d'illustrer les choses dont je vous ai parlé. Ce sont des exemples qui sont praticables dans vos classes, qui sont praticables à l'école primaire. C'est principalement l'exemple que je vais donner, et un petit peu aussi au collège. Ok. Alors, juste pour démarrer, quelques définitions des notions, pour pouvoir ensuite se centrer davantage sur l'interdisciplinarité. Donc, la pluridisciplinarité, c'est l'étude d'un objet autour de plusieurs disciplines. On prend un objet, on construit un projet, et les différentes disciplines vont venir nourrir en fait cet objet d'étude, ce projet, et on procède ici par addition. Donc, ce n'est pas ce procédé sur lequel on va travailler principalement aujourd'hui. Alors, la transdisciplinarité vise, elle, de transcender un petit peu les disciplines. Donc on les utilise, mais pour pouvoir travailler sur des notions qui peuvent être extrêmement variées. Je vais donner juste deux exemples ici. Ça peut être la notion d'équilibre, la notion d'énergie. Je vous parlerai un tout petit peu du mouvement tout à l'heure, toujours par des formations professionnelles. Et puis, cette transdisciplinarité peut être aussi bien donc instrumentale, au niveau des notions et des concepts scolaires sur lesquels vous voulez travailler, mais également tout ce qui concerne l'aspect comportemental. Alors comportemental au sens de l'attitude, des méthodes, de ce qui va permettre aux élèves d'apprendre à apprendre, ce dont parlait Pascal Toscani lundi dernier. Et l'interdisciplinarité, sur laquelle on va se pencher un petit peu plus aujourd'hui, c'est une coopération entre les disciplines, une coopération mutuelle, au service les unes des autres pour atteindre un objectif, pour travailler sur un objet. Donc il y a une nécessité en fait d'interdépendance réciproque entre les disciplines pour pouvoir élaborer les notions, les concepts, les savoirs sur lesquels vous avez envie de travailler. Alors, juste pour prendre un exemple pour évoquer cette question. La difficulté du travail interdisciplinaire, transdisciplinaire, polydisciplinaire, c'est qu'on part la plupart du temps en tant qu'enseignant sur plein d'idées. On a envie de faire plein de choses, de mettre en relation énormément d'éléments. Et donc la grande difficulté professionnelle, ça va être de faire en sorte qu'on puisse statuer sur un objet. Alors j'ai pris l'exemple du mouvement. Vous voyez ici, par exemple, le Panthéon des Lions à la grotte Chauvet, il y a à peu près 34 000 ans d'ici. C'est la première représentation connue, ou une des premières représentations connues, du mouvement dessiné. Vous voyez, c'est la préhistoire du cinéma, comme dirait Azéma. Et donc on voit ici les premières représentations graphiques d'animaux qui étaient soit réels, soit imaginaires. En tout cas, il y avait déjà dans l'esprit des personnes cette idée de mettre en mouvement les animaux. Mais le mouvement, c'est aussi ce que peignait Géricault, à peu près dans les années 1820. Géricault qui peignait des chevaux. Et en fait, je vous ai mis cette représentation ici de Géricault parce que sur la gauche, vous avez une chronophotographie d'Étienne Jules Marais et de Georges Demny. Et en fait, ces deux chercheurs ont montré qu'on ne pouvait pas représenter les chevaux qui sont en train de, comme ça de galoper de cette manière-là, avec les images chronophotographiques. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on travaille finalement sur l'histoire des techniques.
Ici, on travaille sur des mouvements parfois picturaux. Ici, on travaille sur une représentation du mouvement avec la kinésphère de Rodolphe Laban. Alors, qu'est-ce que c'est la kinésphère de Rodolphe Laban? C'est un isocaèdre, en fait. Un isocaèdre, c'est une figure géométrique en mathématiques. Vous avez ici aussi une représentation de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, c'est un peintre, c'est un artiste total, qui s'est appuyé sur les images chronophotographiques, en appui sur une logique cubiste à la manière de Picasso, pour pouvoir représenter en 1907 son nu descendant l'escalier. C'était un tableau qui a fait scandale à cette époque-là. On ne pouvait pas représenter les choses de cette manière-là à cette époque. Alors tout ça, c'est des choses qui m'intéressent personnellement. Voyez-vous, vous avez tous des choses en tant qu'enseignant qui vous intéressent. Par contre, comment on fait pour que cet intérêt puisse se cristalliser dans une idée qui puisse être maintenant scolairement mise en place? Voilà. Bon, là, moi, j'aimerais bien travailler sur le mouvement, mais je ne sais pas exactement ce sur quoi je vais travailler et je ne sais pas de quelle manière, avec mes collègues, je vais pouvoir me mettre en relation. Alors, l'exemple que je vais vous donner, il ne sera pas sur ces représentations-là, il sera sur un exemple qu'on met en place dans le Calvados, qu'on a travaillé pas mal avec les professeurs des écoles, qu'on met en place avec les CPC, les conseillers pédagogiques de circonscription, où on essaye de travailler sur la course de durée et sur la proportionnalité en mathématiques. Alors, cet exemple, en fait, il est fondé sur une logique assez simple d'organisation qui demande d'épurer un petit peu l'ensemble des choses qu'on a envie de faire ensemble pour garder au moins 2 notions disciplinaires et de construire une 3e notion qui ne peut être construite que si les disciplines se mettent en relation. C'est un petit peu la définition que je vais essayer de vous donner de l'interdisciplinarité. Donc étymologiquement, c'est une mise en relation entre les sciences d'abord, avant d'être scolaire, interdisciplinarité. Donc c'est à la fois une intersection et une interrelation. Et donc dans cette intersection, on a besoin d'avoir un concept central qui ne peut être construit que si dans chacune des disciplines qui vont contribuer à ce concept, on peut les utiliser de manière aussi dissociée. Alors là, je vous ai donné un exemple que sur 2 disciplines, on pourrait imaginer un travail sur 3 disciplines. Alors la problématique est différente si vous êtes professeur des écoles ou si vous êtes professeur dans le secondaire. Si vous êtes professeur des écoles, vous prenez en charge de nombreuses disciplines. Donc la possibilité de relation entre les disciplines est souvent plus aisée, on va dire. Si vous êtes professeur du secondaire, il est parfois difficile de se mettre d'accord sur une notion. Il est parfois techniquement difficile aussi de le mettre en place parce que finalement vos programmes, vos progressions ne sont pas exactement dans les mêmes logiques. Alors vous savez qu'il y a des dispositifs qui existent depuis de nombreuses années, qui se modifient au fur et à mesure des années. Il existe dans l'enseignement scolaire encore des dispositifs qui ont tendance à un tout petit peu disparaître en ce moment, mais les EPI par exemple. Il y avait à une époque des IDD, il y a bien longtemps, il y a eu des TPE au lycée. Bon, il y a eu un certain nombre de dispositifs qui visaient à ce que les disciplines se mettent en relation et qui ont aussi comme objectif que les enseignants se mettent en relation. Donc c'est ce double objectif en fait de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire un travail pour les enfants d'association des notions, mais vous avez un travail aussi pour les professeurs de mise en relation et de coopération. Alors tout à l'heure j'ai oublié d'évoquer quelque chose, c'est que dans l'interdisciplinarité, dans la transdisciplinarité, enfin en tout cas dans la mise en relation des disciplines, ce qui fait le gros intérêt, c'est que dans la vie courante, on est toujours en train d'associer finalement des disciplines quand on construit, quand on évoque, quand on reconstruit des problèmes. Par contre, la difficulté de cette chose-là, c'est mise en évidence par les chercheurs qui travaillent sur l'interdisciplinarité, c'est ce qu'ils appellent la logique domestique. C'est-à-dire que quand on commence à travailler sur un projet, souvent, on reprend les images, les idées de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et on a du mal à rentrer dans les concepts. Donc l'interdisciplinarité vise finalement à mieux comprendre les concepts disciplinaires en mettant en relation les disciplines sans les confondre les unes avec les autres. Alors l'exemple que je vous donne, c'est la construction de la vitesse moyenne. Alors la vitesse moyenne, vous allez me dire, c'est une notion assez simple. Et finalement, quand on s'y penche un petit peu, ce qui est simple pour nous n'est pas simple pour les élèves. Parce que quand on construit la vitesse moyenne, il faut qu'on construise la notion de vitesse, qui finalement n'est pas une notion évidente, c'est une véritable abstraction. Il faut qu'on puisse accéder à une certaine proportionnalité de nos vitesses, et il faut qu'on puisse accéder à la notion d'allure. Alors si on met en relation une discipline comme l'éducation physique et une discipline comme les mathématiques, le risque de la confusion, c'est de demander aux élèves en EPS de faire des mathématiques, ils sont en train de courir et puis en même temps ils vont faire des calculs, vous voyez, ou alors, quand ils sont en train de faire des mathématiques, de faire de l'EPS.
Or, vous savez très bien que quand vous vous mettez vous-même à faire de l'activité physique, à faire du sport, à faire de la danse, vous n'avez plus envie de penser de manière mathématique. Vous n'avez plus envie de penser de manière, on va dire, conceptuelle. Vous êtes plutôt dans un agir qui vous emmène vers des sensations qui vous déconnectent un petit peu de la vie ordinaire, de la vie de tous les jours. Or, si vous voulez construire des notions comme la vitesse, il faut que vous puissiez, dans un temps où vous êtes assis, posé, à travailler la discipline, vous êtes invité à construire des notions qui vous seront utiles après, de manière opératoire, quand vous êtes en train de travailler ou quand vous êtes en train de vous mettre en activité. Alors, j'ai juste un tout petit problème technique. Je vais essayer de résoudre parce que j'ai un double diaporama sur deux formats différents. Donc, je suis désolé, mais je vais vous faire la présentation en modifiant un tout petit peu le format. Et après, je reviendrai à l'autre. Voilà. Alors, je vous avais dit que je parlerai d'activité, mais je parlerai surtout de dispositif. Et donc, à travers cet exemple, je voudrais vous montrer aussi une démarche d'enseignement assez simple dans sa logique, mais qui, à mon avis, permet justement de modifier au fur et à mesure le type d'activité que vous attendez de vos élèves sur le plan cognitif, sur le plan aussi physique, hein, si on parle d'éducation physique. Donc la démarche proposée, hein, elle est issue des travaux didactiques et un petit peu simplifiée hein, sur le plan pédagogique, c'est de dire que quand on construit un dispositif, le point de départ, c'est de se mettre d'accord avec les élèves sur le jeu auquel on joue. Bon, ça paraît évident, mais là j'entends le terme de jeu au sens où on est dans la même activité. Alors, dans les travaux, dans les recherches en didactique, en sociodidactique, on sait qu'il y a souvent des malentendus entre l'activité des élèves et l'activité des enseignants. L'enseignant pense faire un travail avec les élèves et finalement les élèves font un autre travail. Bon. Alors l'idée de cette première phase d'appropriation, c'est qu'on se mette d'accord sur les règles de fonctionnement du jeu et qu'on en soit, on va dire, l'acteur. Bon. Deuxième étape, qui est intégrée à la première, c'est quand on problématise avec les élèves les apprentissages. Alors il y a des travaux hein, sur la problématisation qui sont extrêmement denses et construits. Moi je vais vous donner une définition simple de la problématisation, c'est quand vous êtes d'accord sur les enjeux de l'apprentissage. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de la pédagogie explicite, ça serait une forme d'explicitation. On est d'accord avec les élèves sont d'accord avec nous sur ce qu'il s'agit d'apprendre. Dans la première phase, c'est sur ce qu'il s'agit de faire. Dans la deuxième phase, c'est sur ce qu'il s'agit d'apprendre. Dans la troisième phase, c'est ce qu'il s'agit d'intégrer pour pouvoir réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Vous voyez? Donc la troisième phase constitue la phase d'intégration. Alors, avec des élèves qui sont, on va dire, dans une certaine logique d'autonomie, une certaine dynamique, une certaine méthode d'apprentissage, ces trois phases souvent vont très vite. Hein. Avec d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Bon. Et la quatrième phase, qui serait celle qui valide en quelque sorte le travail disciplinaire, mais aussi le travail interdisciplinaire, c'est la phase de validation et ou la phase de transfert. Finalement, vous avez travaillé sur un objet, vous êtes capable de transférer ce que vous avez appris dans un autre contexte, alors on peut considérer que le travail est accompli d'une certaine mesure. Hein. Donc, sur l'exemple que je vais vous donner, finalement, on va travailler sur un dispositif de course. Alors tout à l'heure, j'ai joué un petit peu à l'extérieur au tchoukball avec des collègues et avec Jim, et j'ai vu qu'il y avait une piste de 300 mètres. Bon, alors on va utiliser cette piste comme exemple. Hein. Mais on pourrait utiliser une piste de 200 mètres, une piste de 150 mètres. Bref, il nous faut une piste qui soit multiple de 25 mètres pour que ça fonctionne. Et donc, dans ce dispositif, on va travailler sur l'EPS, on va enchaîner en mathématiques, on va utiliser les données de l'EPS pour les travailler en mathématiques dans un autre temps. Et ces données de mathématiques vont nous être utiles en EPS, et vous allez voir que la situation d'EPS ne change quasiment pas. C'est l'activité des élèves au sein de la situation qui va changer. Et ça, à mon avis, c'est un point clé d'un certain nombre de progressions pédagogiques, c'est de très peu changer le dispositif. Donc, il faut que le dispositif ait une certaine richesse. On appelle ça parfois des dispositifs de type capacitant, c'est-à-dire qui développent les capacités. Et c'est l'activité des élèves au sein de ce dispositif qui va... je vais vous détailler un petit peu l'exemple et puis faire le lien, si vous le voulez bien, avec les principes qui peuvent constituer l'interdisciplinarité. Hein. Alors, l'exemple est le suivant. Ici, vous avez une piste matérialisée en haut, là, par des petits plots, et ces plots sont distanciés de 25 mètres. Alors là, cette piste, si vous comptez le nombre de plots, ne fait que 200 mètres. À partir du moment où elle est multiple de 25, le système fonctionne. Alors, la situation proposée, c'est une situation qui est très courante en éducation physique, c'est la course de durée, dans laquelle il s'agit pour l'instant pour les élèves
de travailler sur soit 6 minutes, soit 7 minutes 30, soit 9 minutes. Bref, on est dans une activité de durée. Alors que vont-ils faire? Ils vont être par deux. Il y en a un qui va prendre des données, le deuxième qui va courir. Ils vont changer les rôles. D'accord? Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a un premier élève qui va prendre des données sur l'activité des élèves. À chaque fois qu'il passe un plot et qu'il y passe sans avoir marché, on met un petit rond. À chaque fois qu'il passe un plot, mais qu'entre deux plots, il a eu une activité de marche, alors on met une petite croix. Bon. Activité qui est assez simple et qui demande parfois de miniaturiser l'activité, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait mettre des plots autour de vous et expliquer la situation en miniaturisant la situation qui est elle-même faite sur un stade qui est souvent assez grand. Donc cette activité de miniaturisation et d'augmentation de la taille de l'activité, c'est aussi une activité d'échelle en fait. Hein. En éducation physique, on travaille beaucoup sur les perceptions. Par exemple, le fait qu'on identifie un corps en mouvement quand les enfants sont en train de faire du relais, on en a parlé ce matin avec un certain nombre de collègues. Bref, on construit énormément de savoirs qui sont souvent implicites et qui finalement peuvent être explicités soit dans le cours d'éducation physique, soit dans des cours qui sont extérieurs à l'éducation physique, comme cet exemple-ci. Donc à partir du moment où on a fait notre récolte de données, bon, on a la nécessité de travailler sur des tableaux à double entrée, et ensuite on va pouvoir travailler effectivement les données. Alors, pour les gens qui travaillent un petit peu et qui font des tout petits calculs de manière habituelle, on peut peut-être déjà se demander pourquoi on met des plots tous les 25 mètres, pourquoi on met des petits coups de sifflet toutes les minutes 30, parce qu'effectivement toutes les minutes 30 l'enseignant va donner un coup de sifflet, pourquoi on met des ronds, pourquoi on met des croix. Bon, on pourrait faire ça de manière tout à fait aléatoire. Mais on ne va pas le faire de manière aléatoire, parce qu'en fait, si vous prenez le nombre de plots dépassés dans une période d'1 minute 30, alors vous aurez la vitesse en direct. Donc tout le travail interdisciplinaire, c'est de reconstruire cette logique avec les élèves. La reconstruisant, ils vont construire la notion de vitesse. Alors au départ, on peut dire qu'ils ont dépassé 10 plots, qu'ils ont dépassé 12 plots, et puis l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent, donc ça c'est un peu l'objet de l'apprentissage, qu'ils comprennent que s'ils avaient couru pendant 1 heure, alors, sur la première case, ils auraient fait 13 km. C'est ce que signifie la vitesse. Bon. Si, dans un temps donné, j'ai fait telle distance, alors ma vitesse sera de tant de kilomètres heure. Ça peut être aussi en mètres par seconde. Hein. Donc, vous voyez, on a une nécessité de conversion qu'on va essayer de travailler avec eux. Alors, on a un système d'incitation. Le système d'incitation, c'est ce qui permet à la situation de tenir longtemps. Voilà. C'est un des principes, je pense, des dispositifs qui sont un peu capacitants, c'est que ce dispositif, il a vraiment de l'intérêt. Et pour qu'il ait de l'intérêt, eh ben, on va lui donner un certain nombre d'éléments contributifs qu'on va essayer de tenir. Si on change d'activité régulièrement, hein, comme principe général, finalement, vous allez prendre beaucoup de temps à donner des consignes. Donc vous serez dans une phase d'appropriation longue, et la phase de problématisation pourra difficilement apparaître. Donc là, le principe est le suivant. Si un élève fait une période d'1 minute 30 sans s'arrêter, alors on lui donne 1 point. Si l'élève fait sa deuxième période sans s'arrêter, alors on lui donne 2 points. S'il fait la troisième sans s'arrêter, alors on lui donne 3 points, etc., etc. Le but étant d'essayer d'avoir un maximum de points. Là, il peut avoir jusqu'à 20 points. Vous voyez? Donc, on peut avoir un nombre de calculs assez impressionnant à faire. On peut calculer d'abord la distance. On peut calculer le nombre de plots. Donc, on peut adapter le dispositif à l'âge des enfants. On peut le travailler au cycle 2 d'une certaine manière, au cycle 3 d'une certaine manière, et au cycle 3, on peut le travailler différemment si on est en CM1, en CM2 ou en 6e. Alors, en 6e, le dispositif est un peu différent. Quand on travaille avec les collègues, on travaille sur 9 minutes, 6 minutes, 3 minutes, parce qu'en termes de capacité physique, ça invite à les faire changer de filière énergétique. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette notion-là. Mais vous voyez, on travaille aussi sur les filières énergétiques. Donc quand vous travaillez finalement en interdisciplinarité, ça veut dire que ça vous pousse à vous intéresser à des disciplines qui ne sont peut-être pas votre discipline d'origine. C'est ça aussi l'intérêt de l'interdisciplinarité. C'est pour ça que je vous donne un exemple un peu précis, qui ne correspond peut-être pas à vos pratiques ou à vos modes d'intérêt, mais c'est de dire que finalement, si on veut faire de l'interdisciplinarité, il faut aller vraiment profondément dans les savoirs qu'on a envie de mobiliser, et on ne peut pas aller en surface. Si on reste en surface, on reste finalement dans une logique de discours, et on n'arrive pas à aller dans les savoirs qui permettent de réussir. Et pourtant, on a besoin de dispositifs qui soient assez incitatifs, motivants, mobilisants, qu'on fait longtemps et qui nous permettent d'apprendre. Hein. Donc dans ce dispositif, les élèves, vous voyez, quand ils sont en mathématiques, ils vont commencer à modéliser un petit peu. Ça, Ça veut dire qu'ils vont prendre le sommet de chacune des cases, de chacune des
de l'exercice qu'ils ont effectué. Alors peut-être qu'ils l'ont effectué une première fois, peut-être qu'ils l'ont effectué une deuxième fois. Et on va modéliser à travers des courbes de mise en situation. Alors d'ailleurs, je vois qu'il y a un petit décalage là sur le diaporama. Et à ces courbes, on va pouvoir leur définir avec eux des profils. Alors l'intérêt des profils ou l'avantage des profils, qui est aussi un inconvénient, c'est que les élèves comprennent mieux comment ils fonctionnent. Alors parfois, le profil a une tendance à la stigmatisation, c'est-à-dire que vous dites, vous fonctionnez comme ça, et donc vous allez rester comme ça. On peut imaginer des élèves qui ont une tendance à marcher et à courir. Ce sont des alternateurs, ils courent, ils marchent. Bon. Si on reste dans une logique de portrait ou de photographie, on va dire, bon voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Bon. Si on est dans une logique dynamique, on peut voir qu'à travers les courbes réalisées, vous avez des élèves qui ont beaucoup marché, mais il y en a d'autres au niveau, comment dire, un tout petit peu plus évolué. Ils ont essayé de réussir l'activité. Parce que réussir l'activité, c'est quoi? C'est ne pas s'arrêter. C'est ça l'objectif de départ. Le deuxième objectif de départ, c'est de ne pas s'arrêter, mais en plus d'essayer d'augmenter sa vitesse. Alors, je vous montrerai tout à l'heure en fin de diapositive que, à l'époque, Bekele, qui est un Éthiopien, a battu le record du monde du 5000 mètres en allant toujours à la même vitesse. Donc finalement, vous demandez à des élèves, sur le plan disciplinaire et interdisciplinaire, de réaliser la même activité, la même logique en fait d'activité qu'un expert. Ça, c'est aussi à mon avis un point clé de l'interdisciplinarité, même de la disciplinarité, c'est de mettre les élèves en situation d'être des micro-géographes, scientifiques, mathématiciens, sportifs, etc. Dans des situations qui n'ont rien à voir, mais qui tentent de mobiliser, dans des temps beaucoup plus courts, hein, le même type de problématiques. Donc ça, c'est un enjeu, à mon avis, qui est assez intéressant et important à travailler. Et vous voyez, le troisième logique d'allure, c'est ce qu'on appelle les gestionnaires d'allure. Globalement, ils vont à des vitesses assez proches. Vous voyez qu'ils ont des vitesses un peu supérieures au début et un peu supérieures à la fin. C'est normal, au début on commence, donc on n'a pas du tout de fatigue, et à la fin on a envie d'accélérer pour augmenter son activité. Vous voyez, dans cette première phase, là on est dans une phase de, comment dire, de mise en activité, dans une phase d'appropriation qui va rapidement nous permettre de problématiser. Parce que là, ils prennent le temps d'observer les courbes, de comparer les courbes. Comparant les courbes, ils peuvent définir les profils avec l'enseignant. On peut travailler ça en groupe. Hein. Vous avez eu beaucoup d'interventions sur la coopération là, pour les derniers jours, dans les 3 premiers jours. Donc vous connaissez, pour un certain nombre d'entre vous, les principes de la coopération. Et à partir de là, on peut commencer à modifier un tout petit peu notre dispositif, c'est-à-dire à construire des variables. Donc un des points clés aussi, je pense, c'est quand vous construisez un dispositif, quand les élèves commencent à problématiser et à comprendre comment il fonctionne, alors les variables, c'est-à-dire les modifications que vous proposez à votre dispositif, sont mieux comprises par les élèves. Et donc ils savent qu'ils ont besoin qu'on simplifie un peu la chose, voire qu'on la rende un peu plus difficile. La rendre un peu plus difficile, c'est par exemple leur demander de courir peut-être un peu plus vite et se mettre d'accord avec vous. Le rendre un petit peu plus facile, c'est peut-être de dire que sur notre espace avec 8 plots, là, tous les 25 mètres, eh bien, il y a une petite zone qui fait 50 mètres, pas plus. Et c'est la seule zone dans laquelle ils ont le droit de marcher. Voilà. Ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent. Et donc, on ne va pas les pénaliser, entre guillemets, quand ils marchent. Donc, ces variables deviennent des logiques un peu métacognitives. Ils comprennent pourquoi on a modifié les variables. Et là, vous rentrez vraiment dans une logique de problématisation. On se met d'accord ensemble sur ce qu'il s'agit d'apprendre et comment on va s'y prendre. Et ils connaissent à peu près les étapes par lesquelles on va passer. À partir du moment où on a travaillé là-dessus, on a peut-être fait 2, 3 séances d'éducation physique, hein, on va pouvoir commencer à conceptualiser un petit peu plus. Et pour conceptualiser un petit peu plus, on va devoir faire appel à des opérations mathématiques. On a commencé par modéliser à travers les données. Hein. Donc, vous voyez, en termes de matériel, vous avez besoin pour l'instant de 8 plots, ou de 6 plots, ou de 12 plots. Et vous avez besoin de feuilles blanches, éventuellement de quelques tableaux. Vous avez besoin de très peu de choses. Voilà. Donc on n'est pas obligé de considérer aussi, quand on travaille de manière interdisciplinaire, on a besoin d'avoir une espèce d'énorme complexe didactique. On peut avoir quelque chose de très simple, qui amène à des apprentissages qui peuvent être assez puissants. Donc si on reprend un exemple de base, hein, on était sur une durée de 7 minutes 30. Alors, vous voyez bien que 7 minutes 30, on va essayer d'augmenter cette durée. On va faire 10, 15 séances, et peut-être qu'à la fin, on arrivera à 12, 13, 30, 15 minutes. Hein. Et à partir de cette durée de 7 minutes 30 ici, les élèves ont à disposition le fait qu'ils ont réussi, par exemple, 45 plots, que ça correspond à telle distance, donc on a pu faire des travaux d'opération, de multiplication, et qu'ils ont converti les mètres en kilomètres, par exemple. Vous voyez,
mobilisez et vous modifiez les variables en fonction de l'âge des enfants. L'objet final, c'est d'arriver à se dire que si ils ont fait 45 plots en 7 minutes 30, alors comment on peut arriver au bout de 60 minutes, c'est-à-dire d'une heure, combien de plots on aura fait, quelle distance on aura fait, quelle distance on aura fait, ça nous fera combien de kilomètres. Et donc ils feront le lien en fait, ils feront le lien entre le nombre de plots réalisés et le fait que si sur une période d'1 minute 30, j'ai dépassé 10 plots, alors c'est que j'ai fait, j'aurais pu, si j'avais couru une heure, sur 10 km/h. Donc vous voyez, l'enseignant, lui, va choisir des données qui imposent aux élèves de faire des calculs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils choisissent bien, par contre, ces données. Vous voyez, quand on est sur 7 minutes 30, on va être obligé d'utiliser des méthodes additionnelles et ou des méthodes multiplicatives pour accéder à notre objectif, qui est de leur permettre de comprendre que si en 7 minutes 30, ils ont fait 45 plots, alors en 60 minutes, ils en auraient fait 360, qui équivaut à, au final, 9 km. Vous voyez un petit peu le principe? Alors, l'idée de ce principe, c'est de dire aussi, on n'est pas obligé de le faire. Ça veut dire qu'on peut tout à fait faire un travail de proportionnalité en mathématiques, tout à fait indépendamment de l'EPS. On peut travailler en EPS sans avoir besoin de faire ces calculs. Et certains apprentissages que vous avez utilisés dans une discipline, s'ils sont bien construits, vous pouvez les remobiliser dans une autre discipline, mais parce qu'ils ont déjà été construits. Si vous êtes dans une logique où vous vous dites, ils n'ont pas encore construit cette notion, et donc la notion de vitesse, il faut qu'on la travaille, on peut, dans ce cas-là, utiliser une forme interdisciplinaire. Vous voyez, on peut tout à fait utiliser une discipline au service d'une autre, une autre discipline au service de la seconde ou d'une troisième, ou alors de considérer qu'on peut avoir besoin des deux disciplines pour faire des relations et faire des mises en relation. Bon, ça je l'ai évoqué à l'instant. Et donc, le dernier exemple que je voulais vous donner, alors j'ai perdu la couleur là, en faisant des changements de format, je suis désolé. Mais là, c'était l'exemple de Kenenisa Sabekele, qui effectivement, en 2005, de mémoire, 2004, pardon, en Hollande, à Angelo. Donc j'avais repris un peu sa course, j'avais repris ses courbes. Vous voyez comment il court. Il court à 24 km/h sur 5 km. C'est-à-dire qu'il court à peu près, bon, si vous prenez une classe de CM2, il court à peu près 2 fois plus vite que les élèves. Donc l'intérêt aussi de prendre en compte des experts, c'est de voir des différences. Mais de voir que ces différences, finalement, s'appuient sur les mêmes logiques. Donc vous pouvez en plus travailler sur d'autres domaines. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'entraînement? Qu'est-ce que c'est être un expert d'une activité? Et comment nous, on peut reproduire cette activité de manière beaucoup plus simple. Ça permet aussi aux élèves de se dire qu'on peut travailler longtemps sur un objet. Vous voyez, on a une tendance à penser qu'actuellement, on est dans une logique de zapping, de perte d'attention. Bon. Alors, pour limiter la perte d'attention, il y a un objectif qui est peut-être intéressant de travailler, c'est l'idée de durée. On en a parlé aussi lundi dernier, comment on travaille longtemps sur quelque chose pour pouvoir se transformer à l'intérieur de cette chose. Eh bien, si vous prenez ce que sont les artistes, les sportifs, bon, les gens qui font de la littérature, etc., et que vous prenez les contraintes qu'ils s'imposent et que vous les transposez dans le monde scolaire, alors on peut parfois avoir des logiques qui sont tout à fait intéressantes et efficaces. Bon. Alors l'exemple de Bekele est intéressant, je trouve, de ce point de vue-là. Alors, je refais ma petite manip, excusez-moi. Ce qui fait que si on veut théoriser un tout petit peu l'interdisciplinarité de manière complémentaire, on peut considérer que c'est l'idée de favoriser les liens entre des savoirs qui se reconstruisent dans des champs disciplinaires différents, par exemple l'éducation physique et les mathématiques, mais qui s'expriment souvent ensemble, finalement, dans les pratiques sociales. Et donc le petit bémol, ou la petite difficulté de cette problématique, c'est qu'on peut parfois retrouver des logiques de type domestique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une absence de retour aux questions qui ont généré ces pratiques et leurs évolutions. Qu'est-ce que ça permet l'interdisciplinarité? Ça permet de transformer la conscience disciplinaire des élèves. Alors qu'est-ce que c'est la conscience disciplinaire? C'est le fait que les élèves comprennent la signification profonde de ce qu'est cette discipline au-delà de la surface. Cette conscience disciplinaire, finalement, elle peut être intensifiée par le fait que vous mettiez les disciplines en relation sans les confondre. La difficulté, c'est de les confondre. Enfin, en tout cas, le problème, c'est de les confondre.
Le troisième point peut-être de cette logique interdisciplinaire, c'est que ça impose, en quelque sorte, si on s'y attache vraiment, d'accéder au symbolique. Alors le symbolique, ça a plusieurs définitions. Le symbolum, au départ, c'est un objet qu'on coupe en deux, qu'on partage, et qui permet de constituer une relation. Donc le symbolique, au départ, c'est d'abord le plaisir de partager. Donc là, on va partager avec nos camarades de classe les mêmes données ensemble. On va partager une même course. On va partager une même expérience. La deuxième dimension du symbolique, c'est l'accès à l'abstraction. Le symbolique, c'est aussi le rapport au langage. C'est l'accès à l'abstraction, à la représentation. C'est une dimension langagère et une dimension technique. On va utiliser des plots. Ces plots, ils auront une signification. On va utiliser des espaces. On va utiliser des tableaux. Ces tableaux auront une signification par rapport au réel de ce qu'on a vécu, etc., etc. Et puis, l'accès au symbolique, c'est aussi une capacité de se décentrer des situations. Exemple si vous avez des classes primaires, exemple qu'on utilise beaucoup aussi en éducation physique, c'est d'imposer en quelque sorte aux élèves de dessiner, au départ c'est du dessin finalement, l'espace dans lequel ils agissent. Et cet espace deviendra un espace symbolique, comme s'ils imaginaient qu'ils étaient un drone, ou je ne sais pas quoi, une caméra vue du dessus, et donc qui se décentre de l'œil qui regarde les choses d'ici, et qui le regarde du dessus. Quand vous regardez des images satellites qui se grossissent dans une zone, c'est ce qui se passe dans une hyper-accélération du temps, mais c'est ce qui se passe où on transforme le rapport perceptif. Donc transformant ce rapport perceptif, vous travaillez aussi sur les objets techniques permettant de faire cette transformation perceptive. Et si on veut essayer de définir peut-être autrement aussi la disciplinarité dans son rapport à l'interdisciplinarité, mon point de vue là-dessus, c'est que ça augmente le pouvoir d'agir et de penser sur le monde, mais ça c'est, on va dire, valable de toutes les disciplines, de tout le travail de l'école. Et c'est une idée aussi de formation de l'attention. On a parlé aussi de l'attention lundi, et l'attention est une question absolument centrale, dans le contexte contemporain notamment, d'hypersollicitation cognitive, de multiplication des informations, parce que l'attention a cette double valence d'être à la fois psychique, capacité de concentration, et sociale, c'est-à-dire être attentif à autrui. Et donc un dispositif pédagogique, à mon avis, son objet, c'est de travailler sur l'attention disciplinaire des élèves, ou l'attention interdisciplinaire des élèves, l'attention aux autres. Donc quand vous êtes en train de prendre des données sur l'activité des autres, vous êtes en train de faire attention à leur activité physique. Et on peut transposer cette idée-là à partir des principes de la coopération. Donc la coopération est une manière, est une forme pédagogique, donc la coopération au sens pédagogique est une manière de faire attention à autrui, tout en préservant aussi ses propres capacités psychiques. C'est cette mise en relation fondamentale qui est en jeu ici. Alors, pour terminer, je vais vous proposer une certaine réflexion sur l'attention qui va s'appuyer sur les exemples que j'ai donnés. C'est pour ça que j'ai un peu développé l'exemple, c'est pas pour simplement parler du travail que j'ai pu mener, mais c'est aussi pour essayer de vous solliciter sur cet exemple-là. Alors, qu'est-ce que c'est l'attention, si on le développe un tout petit peu? C'est, excusez-moi, c'est une mise en relation. Alors, le schéma n'est pas très joli, je vous l'accorde. Il n'est pas très bien conçu encore. Il n'est pas bien schématisé, il n'est pas bien modélisé. Donc, il va falloir qu'il le travaille un petit peu. En tout cas, l'attention, c'est une articulation entre ce que vous avez retenu, ce que vous retenez, et ce que vous avez envie de projeter. Par exemple, vous écoutez une intervention. Quand vous écoutez cette intervention, vous retenez des choses. Bon. Quand vous retenez des choses, vous projetez des choses. Si vous vous ennuyez, par exemple, vous ne projetez pas grand-chose. Vous commencez à vous endormir, vous retenez peut-être 2-3 choses, mais vous ne projetez rien. Donc l'attention, c'est ce qui tient les rétentions, donc la mémoire. Donc l'attention, c'est un rapport à la mémoire et au projet. C'est le rapport entre les deux. Et Pascal Toscani vous en a parlé aussi lundi, de ce rapport entre projeter des hypothèses et retenir des choses. Bon. Sauf que là, on parle des rétentions de type primaire, c'est-à-dire maintenant, ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant est toujours conditionné par ce qui s'est passé avant. Donc nos rétentions sont toujours filtrées par nos rétentions secondaires, notre passé, qui lui-même est conditionné par les projets qu'on mène.
Si vous êtes intéressé par l'enseignement, si vous avez envie de devenir enseignante, enseignant, alors probablement que les interventions et le travail que vous avez mené sur quelques jours ici et dans vos cours vous intéressent. Donc vous avez des prétentions secondaires, vous vous projetez différent dans le futur. Donc l'attention, c'est une activité qui associe le maintenant, l'ici et maintenant, la perception immédiate et, on va dire, le rapport secondaire, c'est-à-dire à la fois sa mémoire, qui est un filtre de notre attention, parce qu'on ne retient jamais la même chose, hein, si vous écoutez quelqu'un parler, si vous regardez un film, etc. Et puis qu'après on vous demande de le restituer, eh bien on aura chacun une interprétation tout à fait différente. Mais si nos interprétations sont complètement différentes, alors on a du mal aussi à faire culture. Donc les rétentions, elles sont aussi collectives. Je retiens des choses collectivement, c'est ce qu'on appelle l'activité culturelle. Et cette activité culturelle, elle est fondée sur des œuvres la plupart du temps. C'est pour ça que je vous ai parlé de Kenenisa Bekele. Il a produit une œuvre, une performance exceptionnelle, que d'autres ont dépassée, que d'autres ont fait un petit peu moins bien avant, bref. Et donc on produit des œuvres, et ces œuvres nous servent de rétention collective. L'idée, c'est de faire en sorte que nos rétentions puissent s'appuyer sur ces rétentions collectives pour pouvoir faire culture ensemble. La grande difficulté de l'attention, c'est que si on a tous les mêmes rétentions, si on retient tous la même chose au même moment, alors on n'arrive plus à faire culture. Parce qu'il faut aussi qu'on ait un décalage dans nos rétentions. Tout à l'heure, vous aviez l'intervention sur les débats philosophiques. On n'interprète pas les choses de la même façon. C'est le fait qu'on ne les interprète pas de la même façon qui fait qu'on peut rentrer en discussion, donc en conflit, donc en interprétation, donc en intelligence, à partir du moment où vous construisez des règles, vous voyez, et que ces règles, on peut se mettre d'accord dessus. Et se mettre d'accord sur des règles, c'est aussi des rétentions secondaires, collectives. Donc vous travaillez en EMC, quand vous travaillez dans toute discipline, vous travaillez avec des règles. Vous travaillez avec des règles de vie sociale, mais vous travaillez aussi avec des règles disciplinaires qui fondent cette discipline, qui fait qu'on pense d'une certaine manière, on agit d'une certaine manière. Vous voyez, l'attention psychique et l'attention collective sont complètement dépendantes les unes des autres, parce qu'on a notre système à nous qui se connecte au système d'autrui. Mais pour que ces deux systèmes fonctionnent ensemble, et puissent bien fonctionner ensemble, et pas être une soumission rétentionnelle, où tout le monde pense la même chose de la même façon, alors on a besoin du troisième R, les rétentions tertiaires, ou les protensions tertiaires, j'ai oublié le 3, c'est nos dispositifs de mémoire. Par exemple, un livre, qui est un dispositif de mémoire. Votre mémoire est déposée dans un ouvrage sur lequel on peut s'appuyer pour penser. Par exemple, un film. Par exemple, une photographie. Par exemple, etc., etc. Tous les substrats de mémoire à partir desquels on peut travailler. Et donc un dispositif pédagogique, mon point de vue est celui-là, hein, sur le plan intentionnel, un dispositif pédagogique, c'est un système rétentionnel, comme ça, qui permet de faire travailler ensemble la perception immédiate. Donc il faut que la situation, en quelque sorte, ait une forme de stimulation. Hein, donc tout ce que vous connaissez sur les critères de réussite, sur la stimulation, sur la motivation, etc. Les critères que vous connaissez pédagogiques, eh ben, nous servent de ce point de vue-là. Il faut qu'ils s'appuient sur des bons savoirs, entre guillemets, en tout cas des savoirs bien transposés, bien travaillés, qui ont une bonne utilité à la fois, on va dire, intellectuelle et puis interdisciplinaire, disciplinaire, etc., etc. Et donc le système rétentionnel tertiaire est organisé aussi sur un système protentionnel tertiaire, c'est-à-dire que vous vous projetez dans un nouveau dispositif. Par exemple, quand vous vous projetez comme enseignant, vous vous projetez dans une classe qui elle-même est fondée sur des chaises, sur des tables, sur tout un matériel. Donc sur des protensions primaires, sur des promesses en fait, sur des promesses techniques. On me dirait que la promesse technique aujourd'hui la plus manifeste, c'est l'argent. L'argent, c'est la protension primaire par excellence. C'est-à-dire, c'est une promesse, quoi. On a un petit peu d'argent et puis on se dit, tiens, on va pouvoir faire ça avec. Bon. Et puis on a des protensions tertiaires qui sont de nature tout à fait culturelle, etc., etc. Vous voyez, l'attention, c'est cette triple dimension, à mon avis, sur laquelle on peut essayer de travailler sur le plan pédagogique et qui nous permet, je crois que c'est l'intérêt de cette notion, qui nous permet de prendre des disciplines, on va dire, universitaires, pédagogiques, sur nos réflexions personnelles et de les associer dans un même objet. Parce qu'on sait que c'est un peu l'un des enjeux, l'attention actuelle pour nos élèves. Et donc, par exemple, par rapport à cette idée-là, nous, on a modifié complètement le dispositif que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous ai présenté un dispositif ancien par rapport à ce qu'on fait maintenant, parce qu'on a complètement changé notre système rétentionnel. Maintenant, avec les enfants entre 7 et 12 ans, on travaille sur du fractionné court-court. Il court très vite, pendant 10 à 15 secondes, il s'arrête pendant 10 à 15 secondes, il recommence ça une dizaine de fois,
et ils le font 2 à 3 fois. Ça prend très peu de temps, c'est une très grande intensité physique, parce que ça s'appuie sur des connaissances plus contemporaines. À une époque, on pensait que c'était intéressant de faire la course de longue durée avec des enfants de moins de 12 ans. Maintenant, on s'est rendu compte que créer une activité extrêmement intense a des résultats physiologiques plus intéressants, scientifiquement est fondé sur des capacités qui sont les réelles capacités des enfants. Sur le plan du temps d'activité, c'est plus court. Il y a des effets sur l'activité en cours de l'école. C'est-à-dire que dans la cour de l'école, les éléments dont je vous parle, c'est des éléments principalement sur des observations dans le Calvados, c'est-à-dire en Normandie, c'est-à-dire dans des espaces dans lesquels on a vu beaucoup d'enfants, notamment au moment du confinement, arrêter complètement l'activité physique, complètement le mouvement. Donc on a été obligé de se creuser la tête pour voir comment on allait faire pour, non pas simplement les faire bouger c'est une attente ministérielle, mais nous on dit mais non, on va essayer de les faire apprendre à bouger. Voilà. Donc on crée des dispositifs courts, ça dure une demi-heure, 40 minutes, qui sont fondés sur des données scientifiques qu'on essaye de mettre ensemble pour créer une attention là qui est corporelle. C'est ça notre objet. Et cette attention corporelle, finalement, c'est une rétention tertiaire, c'est un dispositif. Et ce dispositif, son objectif, c'est qu'il soit réutilisé par les enfants complètement indépendamment de la présence des enseignants. C'est-à-dire que quand on les voit dans la cour, est-ce qu'on les voit changer? Est-ce qu'ils se mettent de plus en plus à bouger, à courir comme font tous les enfants de 7, 8, 9 ans, alors qu'on en voit de plus en plus qui sont finalement arrêtés sur le côté et qui ne pratiquent plus d'activité physique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et je suis disponible pour vos questions. C'est parce que tu avais dit que les 5 premiers auraient un billet d'avion pour ton village. Non, c'est simplement signaler qu'en plus de Benjamin, nous avons quelques autres experts dans la salle. Et Benjamin a cité Pascal Toscani qui est intervenu lundi, mais qui est présent ici et qui peut donc tout à fait intervenir, notamment sur les questions de la mémoire. Et Magali Janin également, qui est maîtresse de conférence à l'INSP à l'Université de Caen, qui interviendra vendredi sur les questions de littérature et d'actualité, mais qui peut aussi également intervenir, l'équipe du CDP, etc. Donc n'hésitez pas. Et ce village, il est où? Merci. Dans un instant, vous aurez la réponse. Alors, vous allez donc interagir avec le conférencier et les experts du CDP. François l'a cité tout à l'heure, François l'a dit. Pascal Toscani qui est intervenu lundi dernier et Magali qui est maîtresse de conférence. Alors, on va faire quelque chose. Je retourne dans 10 secondes. Abracadabra. Bonsoir madame, présentez-vous. Bonsoir, c'est Mademoiselle Boissy. Étudiante en sciences du langage. Vous avez parlé d'interdisciplinarité. Donc aujourd'hui, lorsque je suis venue, je me suis mis en tête que nous avons parlé d'éducation physique et sportive. Mais après avoir suivi la conférence, c'était mathématiques. Nous, on n'est pas, comment dire, fond des mathématiques là. Imagine avec le professeur de PS. Il dit aujourd'hui, tu dois calculer la distance avec les plombs. Sincèrement, ça va me dégoûter. Vraiment, c'était bizarre. Mathématiques. Et puis, elles sont pas dans mathématiques. Que oui. Je ne pas le problème. Au fait, quelqu'un qui n'aime pas les maths. Et puis, je suis au cours de pièces. On me dit aujourd'hui, là, on ne fait pas éducation physique et sportive. On va calculer la distance de flou. C'est-à-dire qu'on va confiner le terrain. Tu fais d'ici à là, ça fait 10 cm. Tu fais d'ici à là. Toi, dans ta tête, tu es venu chouiner. Tu es venu calculer. Donc, c'est un problème, quoi. Comment faire pour mettre en relation les maths et le sport? C'est ma question, merci. Ce que vous évoquez, c'est des questions importantes, c'est-à-dire, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'on confond les disciplines? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des mathématiques quand on est en EPS? Ou est-ce qu'on se sert d'une discipline comme avec des données pour travailler dans l'autre? Et quand l'autre, on a travaillé dans cette discipline, alors on revient dans la première. Effectivement, si vous êtes en cours d'EPS, vous n'avez pas du tout envie de faire des calculs. Pourtant, ce n'est pas du tout mon intérêt. J'ai envie de me dépenser, à la fin d'avoir fait une bonne séance, d'avoir sué un petit peu. Tout à l'heure, j'ai beaucoup sué, pourtant je n'ai pas couru beaucoup, mais une bonne chaleur. Et donc, c'est ça qui nous intéresse quand on fait du sport. En tout cas, quand on est accroché dans l'activité physique. Donc, l'une des questions centrales, c'est une question de dispositif. C'est-à-dire comment on organise nos deux disciplines
dans des temps qui peuvent être communs ou dans des temps qui peuvent être différents. Quand on fait l'éducation physique, il y a un moment où on va courir, un moment où on va pouvoir se reposer. Ça fait partie de l'activité. Se reposer fait partie de l'activité. Donc, quand je vais me reposer, au lieu d'attendre et de faire autre chose, eh ben pourquoi pas prendre les données de l'activité de mon camarade. Donc on va être en relation. On va être en relation et puis en plus, on va essayer d'optimiser nos résultats. C'est-à-dire, mon résultat à moi, je vais l'ajouter au résultat de mon copain. Et je vais la rajouter au résultat de tous mes copains. Et donc à la fin, on va essayer de voir le nombre de kilomètres qu'on est capable de faire ensemble. Et le nombre de kilomètres qu'on est capable de faire ensemble, eh ben on peut le projeter sur une carte. Et se dire, voilà, tous ensemble, on pourrait faire une espèce de relais collectif. Et ce relais collectif, on peut le matérialiser dans l'espace. Et donc si vous êtes en train de travailler en géographie, par exemple, dans un certain nombre d'objets qui vous invitent à travailler dans votre région, voire un peu plus loin, vous pourrez imaginer finalement la distance réalisée. Mais on peut aussi faire le lien avec la vie de tous les jours. C'est-à-dire, tu as couru pendant 7 minutes 30 à telle vitesse. Alors si tu étais dans un espace indépendamment de ton école, eh ben, tu aurais pu aller de quel endroit à quel endroit. Mais effectivement, quand on est en EPS, on n'a pas envie de faire des maths en tant que mathématiques. On prend juste les données à ce moment-là. Et c'est ensuite, quand on est en activité mathématique, on est assis tranquillement sur notre chaise, on prend nos données, on est en groupe, on récupère et on collecte tout ça. Et on sait que ce qu'on a écrit sur notre petite feuille, ça ne va pas rester lettre morte. On ne va pas le mettre à la poubelle. On va s'en servir. Et donc l'un des objectifs, à mon avis, intéressant de la notion d'interdisciplinarité, c'est de collecter les traces et que ces traces, on en fasse quelque chose. Ce n'est pas simplement un résultat évaluatif, c'est un point de départ pour aller vers quelque chose d'un peu différent. Autrement dit, ce que vous avez au départ sur votre feuille, avec vos données, au départ c'est juste une feuille dans laquelle on a mis des croix et des ronds. Hein, on fait une espèce de dessin, quoi. On n'est pas dans une logique encore symbolique. Et ensuite, on sait que ces croix et ces ronds nous invitent à matérialiser à côté un chiffre, un nombre, 13. Et bien 13, c'est 13 km/h. Et donc finalement, on va automatiser le système. Ça veut dire qu'on sait maintenant que quand on est dans cette activité, alors on va courir à des vitesses. Et donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que les enfants, après, ils n'ont plus besoin de leurs camarades. L'enseignant va continuer à siffler, par exemple, et l'enfant tout seul, il sait la distance qu'il a parcourue. Donc on va lui apprendre aussi que si vous êtes sur une piste de 300 mètres comme ici, 300 mètres, on va y mettre 12 plots. Il sait que par exemple, entre deux coups de sifflet, s'il a traversé la piste entière, alors il a fait 12 km/h. Ou alors s'il a fait plus de plots, alors il a fait 14 km/h. Donc il peut se réguler dans l'action. C'est-à-dire que le fait de travailler en mathématiques lui permettra d'être plus efficace en EPS, et donc on peut considérer éventuellement qu'il va aimer davantage la discipline. Parce que finalement, il constate de lui-même ses progrès avec des outils d'autorégulation. Donc voilà un peu l'objectif aussi. Et effectivement, la confusion, il y a beaucoup de pratiques de confusion. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui peut se passer ici, par exemple, à la piscine de Jean Mermoz. Vous prenez des petits plots, vous demandez aux enfants d'aller les chercher, et puis ils en font plein, ils vont en chercher plein. Et finalement, on leur demande de calculer en même temps. Alors, ils ont du mal à tenir une apnée, ils ont du mal à descendre, etc., etc. Donc ils ont des problèmes de motricité. On va leur demander en même temps de faire des calculs. Non, ce n'est pas la question. Si on fait ça en même temps, alors on n'arrive plus à être dans une activité physique. Parce que quand vous êtes en train de faire de la danse, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure des images de danse avec une kinésphère. Une kinésphère, c'est finalement le volume que vous pouvez utiliser potentiel. Voilà. Et c'est matérialisé par un isocaèdre. Donc, une figure géométrique à 20 faces. Hein. C'est avec des morceaux de bambou là, que c'était fabriqué par Rodolphe Laban. Eh ben, vous pouvez travailler, pourquoi pas, sur cette figure géométrique, mais là, vous êtes plutôt en classe de terminale. Hein. Et en même temps, vous pouvez travailler physiquement avec les élèves sur l'utilisation complète de la kinésphère. Autrement dit, je ne suis pas que dans ma zone avant, je vais chercher un peu partout. Donc, grâce à cette symbolisation un peu mathématique de l'espace du mouvement potentiel, alors on peut jouer sur plein de dimensions qui sont liées à l'énergie, qui sont liées à l'espace, qui sont liées à toutes les notions de la danse. Vous voyez ? Donc, quand on commence à travailler un tout petit peu sur un objet, à mon avis, l'un des intérêts, c'est justement de s'appuyer sur nos collègues qui sont souvent des experts d'une discipline dont on n'est pas expert. On dit, j'ai une idée. C'est pour ça que je vous ai montré des photos avec un truc. J'ai une idée, mais je ne sais pas du tout comment faire. Ben, mon collègue, qui est professeur d'histoire-géographie, peut dire, tiens, c'est peut-être pas mal cette idée-là. Parce que moi, je vois bien le lien. Nous, on ne le voit pas encore, le lien. Mais eux, ils le voient peut-être, mieux que nous. On leur explique notre projet, et voilà comment c'est organisé. Ben, c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, avec mon collègue Jean-Philippe Georget, qui est maître de conférence en mathématiques à l'INSPE de Caen. Et ben on s'est dit, voilà, on a un truc là, on a des plots, on a des vitesses, on a des machins. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Comment on fait pour s'y prendre? Ben, c'est lui qui m'a finalement montré des situations qu'ils utilisent en mathématiques
au cycle 3, on dit mais comment on va les connecter maintenant? Et comment on va construire des dispositifs qui sont au service de la formation de nos étudiants et de la formation continue. Donc on a construit des documents en fait, de formation qu'on propose aux étudiants, aux collègues, aux CPC en formation, pour que ce type de dispositif puisse perdurer. Ce que je vous disais sur la course intermittente, là, c'est un exemple, hein, bon, c'est pas, l'ergonomie du document n'est pas exceptionnelle, hein, mais globalement vous avez des plots ici, là en haut, donc une ligne de plots avec des enfants qui démarrent d'ici, ok. But du jeu, je donne mon coup de sifflet, au coup de sifflet suivant, ils arrivent à un plot, par exemple le plot jaune. Bon. Nous on a mis des grands plots avec une petite affichette avec le numéro. Alors le numéro on l'appelle 9, 10, 11, 12, c'est aussi des vitesses. Ça veut dire que nous on a un tableau de conversion dans lequel on sait que si un enfant arrive au plot 9, ce plot 9, eh ben c'est une distance de 25 mètres. Et quand on fait une distance de 10 secondes, alors vous voyez, c'est exactement le même système. Mais sur une variable temporelle qui n'est pas la même. Et donc là, l'idée, l'enfant arrive au plot 10, par exemple, il attend 10 secondes et il repart. Et donc le camarade, lui, c'est lui qui lui dit « Attends, t'es arrivé au plot 10 là ». Parce que quand on court et qu'on donne un coup de sifflet, on ne s'arrête pas immédiatement. On a un petit temps de décélération. Il revient au plot de départ et on recommence la situation. Donc vous avez tout un travail d'appropriation de la situation et c'est ça qui est difficile dans le travail interdisciplinaire, voire disciplinaire, c'est quand le temps d'appropriation de la situation où on joue au même jeu n'est pas réalisé complètement. Et on dit mais ça ne marche pas le truc là. J'ai essayé, j'ai vu ça dans un ouvrage, j'ai pris une ressource sur internet, un formateur m'a montré quelque chose, ça ne marche pas. C'est pas forcément que ça ne marche pas, c'est qu'on ne s'est pas mis d'accord sur l'appropriation du dispositif. Et quand on s'est mis d'accord sur le dispositif et qu'il a un système motivationnel qui permet de se repérer, avec des critères de réussite, et qu'on sait qu'on n'est pas forcément dans le faux, alors on peut passer à la phase suivante. Là, l'idée, si vous voulez, c'est que les enfants s'entraînent tout seuls. Vous voyez, on a testé l'année dernière en CP, à cette période, là à Caen, actuellement, il fait entre -2 et 5 degrés, vous voyez, on était dehors, c'est pas très beau, et bon, on faisait ça le lundi et le jeudi. Alors pourquoi le lundi et le jeudi? Parce que le lundi, juste avant, c'était le week-end, et les enfants avec lesquels on a travaillé, des enfants qui font rien du tout le week-end, ils ne bougent pas. Ils sont devant la télévision, ils font quasiment rien. Et le jeudi, parce que le mercredi, ils sont aussi très très peu actifs. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer finalement. Donc les classes avec lesquelles on a travaillé, c'est des classes dans lesquelles les professeurs nous ont dit, bah ouais, mais ces enfants-là ne bougent plus. Le contexte, on va dire, de vie et l'évolution avec le Covid fait qu'ils ne bougent plus. Vous voyez, on essaye de développer ce type de dispositif, on essaye de simplifier au maximum pour qu'ils soient possiblement praticables par toute personne qui aimerait les pratiquer. Ce n'est pas un truc d'expert, de prof expert, c'est un truc qui peut être utilisable par tous les collègues qui ont envie de s'en emparer. Merci beaucoup. Alors, Jim? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit la demoiselle juste précédemment, pour dire qu'il y a s'il y a une différence entre une péricultrice et une enseignante de maternelle, s'il y a une différence entre une bibliothécaire municipale et une enseignante bibliothécaire dans un CDI, de la même manière, il y a une différence entre un moniteur de sport et un
C'est-à-dire que lui-même, comme ce sont des apprentissages moteurs, donc il a une sensation. Donc il est capable de réguler avec son ressenti. Et en ce moment-là, s'il est capable de réguler avec son ressenti, pourquoi il utiliserait les concepts au niveau des mathématiques? Merci. Merci et enchanté, chers collègues. Sympa de vous rencontrer. Je vais vous répondre et puis peut-être qu'on peut discuter sur cette question, parce qu'effectivement, les sensations, c'est aussi, c'est tout à fait personnel. Et en même temps, c'est des constructions langagières aussi en partie. Ça veut dire que avec le langage, avec le fait de travailler sur nos sensations, alors on les perçoit finalement mieux. On les sent mieux en quelque sorte. Ou aussi, elles peuvent nous tromper davantage. Et donc l'intérêt de travailler avec des données un peu objectives, c'est de faire le lien entre ce qu'on pense sentir d'une chose et ses effets réels dans un domaine donné. Alors on utilise plein de systèmes plus ou moins simples, il y en a des très simples comme d'autres un peu plus compliqués, pour faire ce lien entre sensation et puis données objectives. Je vais prendre un autre exemple dans une autre activité. Puis je vais vous montrer un petit modèle pour éventuellement s'orienter. Alors ce petit modèle, c'est celui qui me permet, si je le retrouve, c'est celui qui me permet de mettre en relation avec les collègues quand je parle d'interdisciplinarité. Donc je vais vous donner un exemple dans une activité, alors je ne vais pas vous détailler l'ensemble, dans une activité qui serait par exemple une activité de raquette. L'activité de raquette, c'est une activité, si vous prenez les types d'activités motrices, c'est une activité avec un score. Vous voyez, vous avez 3 types de domaines sportifs. Il y en a un quatrième, mais je ne vais pas évoquer, c'est plutôt au lycée. C'est le domaine de la mesure. Donc là, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. On va utiliser des mesures pour savoir quel est le sens de la réussite dans l'activité physique. Il y a des activités dans lesquelles c'est la forme qui compte, le mouvement lui-même qui compte. Toutes les activités artistiques, type danse, les activités gymniques, etc. Et vous avez des activités dans lesquelles c'est le score qui va compter. Donc ce score, c'est à la fois notre but et à la fois notre moyen. Ça veut dire, c'est notre but pour gagner, mais c'est notre moyen parce que gagner ne nous intéresse pas tant que ça. Mais si on n'a pas envie de gagner, alors on aura du mal à progresser. Parce que notre activité motrice, il n'y a pas de raison qu'elle se transforme. Aucune raison si on n'a pas envie de gagner. Sauf que notre objectif, nous, en tant que prof d'éducation physique, et c'est là où la place du langage est très importante, c'est, on a une motricité usuelle de tous les jours, et finalement, on la transpose dans un domaine qui demande une autre motricité. Donc si vous permettez aux enfants de comprendre pourquoi, quand ils jouent au ballon, eh ben, ils ont envie de prendre la balle à leur copain qui est juste à côté d'eux, ils ne sont pas en train de se placer au niveau de la cible, c'est parce que dans la vie de tous les jours, quand ils prennent des objets, eh ben, ils ont tendance à les prendre. On ne les lance pas régulièrement, ça arrive. Et ceux qui font beaucoup de ballons, ils ont compris ça, et puis ils savent où se placer. Donc si on prend la relation entre sensation et données objectives, et qu'on prend une activité comme le badminton, on a une activité qui est assez pratiquée parce qu'elle a une certaine simplicité d'usage, c'est une activité à score dans laquelle on va avoir un rapport de force réglementé, on va se mettre d'accord sur les règles pour faire fonctionner la chose. Et ce rapport de force réglementé, il est dans des espaces séparés. Autrement dit, ce que je disais tout à l'heure, on peut modéliser l'espace vu de haut. Eux, les enfants, ils sont dans une perception immédiate des choses. Il y a 3 types de perceptions en termes de corps vécu, perçu et conçu. Donc on va percevoir des choses et on va essayer de les concevoir. Pour les concevoir, il faut qu'on les regarde du haut. Donc ce qu'on utilise comme situation régulièrement pour favoriser aussi l'interdisciplinarité entre sensation et données objectives, on prend une fiche dans laquelle on fait un rectangle et un trait au milieu, ça dessine le terrain de badminton. On met 2 petits traits devant parce que ça dessine la zone de service. On a une petite zone dans laquelle le filet est ici, et puis on a une petite zone dans laquelle on n'a pas le droit d'aller quand on va servir. Bon. Et puis, quand on va frapper, on va envoyer le volant de l'autre côté. Et quand on va lever de l'autre côté, on va mettre une petite croix à l'endroit où l'autre l'a récupéré ou il n'a pas été récupéré. Ça nous fait un nuage de points. Alors là, c'est dommage, je l'ai pas. En prenant 2 minutes, j'aurais pu vous le montrer, mais ça va prendre un peu de temps, ça va être un peu désagréable. Et donc, ça fait un nuage de points. Et ce qu'on remarque chez les débutants, c'est qu'ils jouent toujours au milieu. Et donc, ils jouent comme ça. Pourquoi ils jouent comme ça? Parce que quand ils sont dans la vie de tous les jours, ils récupèrent des objets de cette manière-là. Donc, on leur apprend la différence entre les habitus, c'est Marcel Mauss qui avait montré ça, les habitus moteurs qui sont utilisés dans une société donnée, et les habitudes nouvelles qu'ils vont devoir construire dans une motricité où finalement il faut jouer très rapidement avec le poignet, avec le coude, avec l'épaule. Et donc ils construisent de la métacognition à travers le langage pour comprendre ces choses-là.
Et donc, ils vont construire des nouvelles sensations. Là, ils étaient que sur la sensation, on va dire, vous voyez, au niveau du poignet. Il va falloir qu'ils commencent à sentir au niveau du coude, à sentir au niveau de l'épaule, la transformation que ça représente. Et au niveau mathématique, au niveau géométrique, moi, je vais jouer en face de toi, parce que j'ai besoin de me repérer avec mon œil, ma main et ma raquette. Et il va falloir que je joue en me décentrant de l'objet. Donc mes sensations vont devoir se changer, ma perception va devoir se modifier, et il va falloir que je le modélise un tout petit peu si je veux pouvoir moi-même modifier les variables de la situation. C'est-à-dire les zones dans lesquelles j'aurai le droit de jouer, pas jouer, etc. Donc finalement, question que vous posez là sur le lien entre sensation et données objectives, eh ben, elles permettent d'autant mieux de sentir finalement. Les données objectives, alors elles peuvent être mathématiques ou autres, hein, elles vont davantage finalement intensifier les sensations physiques. Donc finalement, il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux. C'est un peu le lien, je vous le disais tout à l'heure, entre les rétentions primaires, qui sont les sensations de maintenant, et secondaires, qui ont eu le temps de décanter, et qui s'appuient sur des symbolisations, qui sont elles-mêmes fondées sur des objets techniques. Une feuille, un stylo, des petites croix. Et donc on s'appuie sur ces données, qui nous stabilisent du point de vue de la pensée, et qui nous permet justement d'avoir le temps de construire les stratégies. Si je vous montre juste ça, cette image-là, si je la retrouve, voilà. La chronophotographie ici de Marais et Demny. En fait, Marais et Demny se sont rendus compte, en prenant ces photos, donc c'était déjà une espèce de génie technique, hein, quand ils ont réussi à faire ces chronophotographies, ils se sont rendus compte que les sujets d'élite, comme ils les appelaient à l'époque, ils baissent leur centre de gravité pour l'augmenter. Mais les sujets d'élite eux-mêmes ne le savaient pas. Ils ne savaient pas, en fait, qu'ils créaient une petite descente de l'appui pour pouvoir créer une impulsion plus rapide. Le sachant, la transformation de l'apprentissage a été réelle et efficace. Et en même temps, tous ces travaux chronophotographiques, donc ça on peut le travailler quand on est dans des cours interdisciplinaires. Là, je ne veux pas développer le dispositif parce que ça demande beaucoup de mise en relation entre les disciplines. Mais ça a aussi finalement été une grande difficulté, par exemple, dans le champ de l'éducation physique, c'est qu'on a transposé immédiatement ça à l'enseignement. Et donc on a enseigné aux enfants le geste qu'il fallait faire de manière idéale. On a enseigné le bon geste, quoi. Sauf qu'enseignant le bon geste, ils n'ont pas retrouvé les sensations. Parce qu'eux, ils passent d'abord par une activité, ils ont envie d'éprouver la chose, de tester, de sentir, etc. Donc de retrouver les sensations, avant qu'on leur donne éventuellement des consignes techniques qui sont un peu efficaces. Donc quand on est trop vite dans l'objectivité, effectivement, avec des données très... Voilà, on perd peut-être le sens initial de l'activité qui est d'abord sentir, se dépenser, explorer, etc., etc. On a discuté un petit peu avec les stagiaires qu'on a le matin de pédagogie dite conative. C'est-à-dire une pédagogie qui s'appuie sur les émotions d'abord, ce qu'on ressent, pour après comprendre comment fonctionne une activité, et après se dire mais que font les gens qui y arrivent bien? Donc si on ne passe pas par ces stades, que certains ont dépassé très vite, hein, et ben parfois on va trop vite sur les contenus et on oublie toute la sensation que cette activité permet de développer. Donc j'ai un peu le défaut de revenir beaucoup à l'éducation physique parce que c'est le seul domaine que je maîtrise un petit peu. Mais si vous avez des exemples dans vos pratiques à vous, ça sera vraiment avec grand plaisir. Dans d'autres disciplines, vous avez des pratiques qui vous intéressent particulièrement. Oui, un autre intervenant. Oui, madame. Bonsoir, madame. Avec énergie. Bonsoir à tous. Je suis Joël Monson, enseignante en classe du CM1 à Grain-Soleil. J'aimerais apporter une contribution à l'élément de réponse qu'a donné le conférencier concernant la question de la demoiselle.
par rapport à ce que vous disiez, on peut reprendre ce qui est toujours projeté, non, c'est plus projeté. Cette chose-là. C'est-à-dire que c'est un très bon exemple de prise en compte du sens de l'activité de base, c'est-à-dire une activité de mesure. Et grâce à cette mesure, finalement, si on veut vraiment les enfants rentrent dans l'activité, alors il va falloir qu'on mesure vraiment. Et donc pour mesurer vraiment, soit on le fait vraiment en classe d'éducation physique, soit on a besoin parfois d'aller explorer ailleurs que dans la classe d'éducation physique. Et donc vous avez évoqué un chronomètre. Alors le chronomètre, c'est un objet technique qui est apparu à la fin du 19e siècle. On commence à mesurer le temps de manière exacte. L'invention du sport est quasi concomitante de l'invention du chronomètre. Pourquoi? Parce que quand on ne pouvait pas mesurer exactement, alors on ne pouvait pas comparer exactement. Parce que le sport, qu'est-ce que c'est? C'est une confrontation corporelle, mais qui est décalée dans le temps. Autrement dit, vous faites un championnat, il y a deux équipes qui jouent, mais en même temps, il y a deux équipes qui jouent ailleurs, puis il y a deux équipes qui jouent ailleurs, etc., etc., etc. Et donc, le sport est conditionné par les objets techniques. Et donc, on peut tout à fait travailler avec des enfants sur le fait que le chronomètre est cet objet qui nous permettra de mesurer exactement les choses, comme l'écriture essaye de restituer exactement ce qu'on a envie de dire. Et donc, vous travaillez sur des supports, donc moi j'appelle rétention tertiaire, c'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est Bernard Stiegler, le philosophe. Et à partir de là, vous permettez aux enfants, ce que vous disiez aussi sur le fait de noter les résultats, de les comparer, d'en faire des diagrammes, etc. Finalement, on dépose notre mémoire physique dans des substrats, dans des objets, dans des traces personnelles. Et donc, nos dispositifs nous permettent de solliciter l'activité des élèves. Vous voyez, une activité vraiment d'apprentissage. C'est pour ça que j'ai changé le terme d'activité au début dans la conférence, parce que c'est par le dispositif qu'on sollicite l'activité des élèves. Et si parfois on utilise les deux mots de la même façon, alors on ne sait plus trop de quoi on parle. On parle beaucoup d'activité physique. Mais finalement, quand on parle d'activité physique, on parle de pratique physique. L'activité physique, c'est la personne qui est dans une pratique physique. Et ces activités sont de nature différente. Et cette nature différente, quand on est enseignant, c'est celle qu'on essaye de tenter de repérer. Vous jouez à un jeu, et bien en fait, vous ne jouez pas du tout au même jeu. Quand vous essayez de foncer sur la balle pour récupérer la balle de votre copain, vous ne jouez pas du tout au même jeu que celui qui en intente au bon endroit pour la récupérer, essayer d'aller marquer le point, le but, le panier, etc. etc. Donc finalement, c'est effectivement, on voit bien l'idée grandeur et mesure en plus. L'avantage, c'est qu'on a un programme. Dans les programmes, il y a des mots qui sont utilisés. Et ces mots utilisés, si on reprend, alors cette codification qui est discutable, hein, c'est une reprise de plusieurs travaux, et c'est une reprise d'une synthèse qu'avait fait ma collègue Claire Pontet, qui était formatrice à Saint-Lô, et une des responsables d'une association qui s'appelle Sport et Culture, et une association qui a un site internet qui s'appelle Contre-Pied. Et si vous êtes intéressé par l'éducation physique, vous avez plein de choses qui sont vraiment très très intéressantes. Et donc voilà, moi quand j'essaie de réfléchir un petit peu avec mes collègues sur des travaux interdisciplinaires, je prends mon dossier. Et donc ce que j'aimerais bien travailler, c'est avec des collègues qui eux-mêmes ont leur propre vision de leur discipline, avec ce qui fonde le sens de leur discipline, parce que si on fait des choses qui ne sont pas fondées sur le sens des disciplines, alors notre travail interdisciplinaire, finalement, souvent, c'est juste une espèce de, je ne sais pas comment dire, d'habillage. On ne va pas au cœur des problématiques. Alors que si on prend juste la notion de mesure, juste la notion de forme, vous prenez par exemple une activité gymnique avec des petits, bon, même tout petits, hein, à partir de la petite section. Ces figures gymniques, elles vont être plus ou moins compliquées. Mais cette complexité, il faut qu'elle soit comparée, comparative. Donc vous travaillez sur des analyses comparatives. Comparer suppose des figures. Autrement dit, il va falloir qu'on prenne soit des photographies, soit qu'on dessine les figures et qu'on les mette dans un code. Parce que la gymnastique d'experts est fondée sur des codes. Alors ce code, il faut qu'il soit fondé sur l'évolution de la motricité des enfants. Et donc vous travaillez à la fois sur la gym, vous travaillez à la fois sur la notion de code évolutif, vous travaillez sur la comparaison. Vous avez des critères de réussite qui sont évidents. Et donc finalement, toutes les notions qu'on utilise sur le plan pédagogique deviennent simples en quelque sorte. Parce que vous voyez la signification de ce qu'est cette activité. Quand vous faites une danse commune, collective, une danse de tradition, votre but, c'est d'être tous ensemble. Voilà. De faire ensemble la même chose. La même sensation, la même vibration, le même tempo. Voilà, on est dans la même expérience.
C'est différent de faire une danse plutôt de création type danse contemporaine, où pour le coup, vous faites une production au service de l'émotion du spectateur qui va regarder. Et donc les travaux interdisciplinaires que vous allez mener, si vous en menez, parce que ce n'est pas une obligation du tout, vont être de nature différente. Parce que vous n'allez pas solliciter le même type de victoire, entre guillemets. Les sensations, la victoire, ça serait quasiment ressentir les émotions et les sensations de ceux qui aiment faire cette activité. Vous, j'imagine que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui font des activités physiques, donc des pratiques physiques, et qui ont une activité, et ils la font beaucoup, souvent, parfois pour des raisons physiques, pour en faire beaucoup, bon. Mais vous n'avez pas envie de faire l'autre activité, c'est ça là qui vous plaît. C'est ces sensations-là qui vous plaisent. Et donc, pour le coup, on va essayer de retrouver avec nos élèves ces sensations. Une autre question, je pratique mon activité physique. Bonsoir monsieur. Présentez-vous. Bon, c'est Joël Dago. Je suis étudiant en sciences de langage. Bon, c'est pas pour demander une question. Comme ma soeur a dit, concernant les mathématiques, je crois qu'en EPS, on ne peut pas forcément faire la relation avec les mathématiques. On peut étudier aussi les sciences, c'est-à-dire comment étudier l'anatomie et puis combiner ça avec l'EPS qui va nous servir à faire souvent la gymnastique, qui va nous permettre de pouvoir mieux effectuer les différents mouvements parce que nous sommes dans l'enchaînement. Donc, ce n'est pas forcément l'EPS et puis les mathématiques. Parce que les mathématiques, on en trouve partout dans toutes les disciplines, mais ce n'est pas forcément avec les mathématiques. Oui, complètement, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on peut prendre des supports disciplinaires qui nous semblent, pour nous, déjà les plus praticables, ceux qu'on maîtrise entre guillemets le mieux, et puis ceux qui nous semblent les plus intéressants, puissants par rapport à ce qu'on voulait proposer. Alors, tout ce qui concerne l'anatomie, ça peut être des choses très simples quand vous êtes en maternelle. C'est-à-dire que quand on est dans telle activité physique, alors on va identifier les zones qui sont sollicitées. Les bras, sur les bras il y a les épaules, il y a les coudes, dans le coude il y a les mains il y a des doigts, dans ces doigts il y a plusieurs types de doigts, etc. etc. Donc on peut imaginer plein de choses. Et c'est vous qui vous dites, c'est cet objet-là qui me semble le plus intéressant, donc c'est celui-là que je choisis. Et puis il y a aussi un arbitrage, c'est les programmes. C'est-à-dire que vos programmes peuvent aussi être l'objet de l'arbitrage. Dites, ça c'est intéressant, j'aime bien cette notion, j'aimerais bien la mettre en relation avec cette notion. La difficulté, c'est pas de confondre les deux, c'est pas de faire les deux à la fois, c'est de voir comment on peut travailler une grâce à l'autre et l'autre grâce à une. Voilà, donc effectivement, on peut travailler sur toutes les sciences qui nous semblent intéressantes. Sciences, domaine artistique, domaine technique, bref, tous les champs de savoir potentiels en fait.